En fait, je suis en transition. J'étais journaliste et je profite pour offrir mes services à cette merveilleuse association. Mais je suis maintenant psychanalyste et coach en parentalité positive. Et donc, je suis là pour gérer une petite atelier sur une sorte de règle, une sorte de stratégie de la parentalité positive, nommée pour apprivoiser, raconter son expérience pour apaiser ses émotions. Attends, je vais mettre ça comme ça pour ne pas tourner le dos. Et bien évidemment, ça. Voilà, ok. Donc, je fais court parce qu'on n'a qu'une demi-heure. Et donc, je vais présumer une certaine connaissance du cerveau. Peut-être si vous avez déjà passé par le train, vous allez savoir qu'il y a plusieurs façons de modeler le cerveau. Moi, je vais utiliser une façon qui est assez simple, le côté, les hémisphères droite et gauche. Est-ce que quelqu'un peut expliquer qu'est-ce que ça fait l'hémisphère gauche et qu'est-ce que ça fait l'hémisphère droite? Quelqu'un le sait? Ou on peut avancer à la... Ah, excusez-moi? J'avais assisté à une conférence avec Epstein et il nous avait expliqué ce que le côté gauche servait. Mais j'ai des images formidables. D'accord, ok. Voilà une petite illustration. Mode gauche, c'est tout ce qui est les mots, langage. C'est aussi le raisonnement, c'est les maths, c'est les puzzles, c'est l'analyse, c'est la pensée linéaire. Tout ça, c'est le côté gauche. Et à droite, c'est tout à fait autre chose, c'est non-verbal. Ça, c'est le principal, c'est non-verbal et donc c'est les arts, c'est la danse, c'est les émotions, c'est la peinture. Et le petit bonhomme en bas, il rêve, c'est les rêves, c'est les images, quoi. Et donc, non-verbal. Entrez, s'il vous plaît. On peut avancer. Il y a un petit résumé. Prochaine. Voilà. Donc, c'est logique. Côté gauche, c'est linéaire, c'est linguistique, c'est littéral. On peut apercevoir les faits, c'est littéral. Et hémisphère droit, c'est capable de détecter les émotions et l'information du corps. Qu'est-ce qu'on ressentit? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi nos émotions physiques dans le corps? C'est le côté droit, c'est non linéaire, c'est non verbal. Et ça permet aussi cette possibilité de mettre les choses en contexte pour voir l'image complète. C'est le gestalt, c'est cette possibilité. Ah, je vois clair, comme ça, d'un coup. Ça, c'est le côté droit. Et je vais voir. Alors, les neurosciences nous ont apporté tout cela, mais aussi ça nous a apporté une nouvelle idée de qu'est-ce que c'est que la santé mentale. Et on apprend que la santé mentale a quelque chose à voir avec l'intégration des différentes parties du cerveau. Prochaine, voilà. La clé du bien-être est de faire fonctionner correctement les différentes parties du cerveau ensemble, de les intégrer. Parce que à la naissance, côté droite-gauche, pas du tout liées. Et les différentes, si on voit dans un modèle plus complexe, il y a plusieurs parties du cerveau, ils ne sont pas connectés. Et ça, c'est cette intégration du cerveau, c'est le résultat de l'éducation de l'enfant. Donc, l'intégration permet aux aires cérébrales distinctes de fonctionner comme un tout, exactement comme les organes du corps. C'est un très bon métaphore. On sait tous que l'estomac doit travailler avec les poumons, avec le cœur, avec les reins, avec tout, pour que le corps est en bonne santé. S'il y a quelque chose qui n'est pas lié avec les autres, on ne va pas avoir un corps en bonne santé. C'est exactement le même principe
principe pour le cerveau. Il faut que les différentes parties soient liées. Mais l'intégration, ça se fait comment et ça se fait pourquoi? J'essaie de voir. Hop. Nouvel téléphone, j'ai jamais utilisé. Oh. Ok. Je vais passer à une petite histoire qu'on va après un peu examiner, qui s'appelle Ia Wu Wu. Et là, tu as la petite Suzy. Et Suzy a été dans un accident de voiture. Et comment ça s'est arrivé? C'est qu'elle était avec sa nounou qui a eu une crise de l'épilepsie lorsqu'elle était au volant. Et donc, inévitablement, un accident. Et donc, inévitablement, heureusement, l'ambulance qui est arrivée, la petite n'était pas blessée, mais Sophia, la nounou, a été mise dans l'ambulance et partie. Et c'était un policier ou quelqu'un de premier secours qui a pris charge de l'enfant jusqu'à ce que la mère a su être contactée et pouvait venir. Heureusement, c'était pas trop long et elle est venue pour trouver sa fille évidemment terrifiée, traumatisée, en larmes, en pleurs, dans les bras d'un policier ou un monsieur de premier secours. Et donc, la mère a pris charge de l'enfant, de Suzy, qui s'est tout de suite calmée, évidemment, juste d'avoir l'attention et la sécurité de sa mère, qui était bien alignée avec elle. Et la première chose qu'elle a dit, ce petit de 2 ans, c'était « Ia Wu Wu ». Ben, pour nous, ça veut strictement rien dire, mais pour sa mère, qui connaît bien l'enfant, elle comprend cet babillage. Ia, c'est Sophia, la nounou, et Wu Wu, c'est l'ambulance, exact. Et donc, la chose qui était le plus traumatique pour la petite, c'est que Sophia a été enlevée et elle a été laissée seule avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et c'était terrifiant, même plus terrifiant que l'accident elle-même. Évidemment aussi, elle ne comprenait rien. Elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle n'avait jamais expérimenté quelque chose comme ça. Alors, sa mère avait un rôle à jouer pour aider l'enfant à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Une mère qui reçoit l'enfant, qui a vraiment subi quelque chose de difficile, avec des grandes émotions, et elle n'a pas la parole pour exprimer plus que « ia, wou, wou », quoi. Qu'est-ce que la mère peut faire? Des câlins. Bah, la maman, il peut lui faire des câlins et tout ça, mais je pense que cette petite, ce qu'elle veut, c'est qu'elle soit rassurée par rapport à son assistante maternelle. Je pense que la maman, il faut qu'elle lui explique pourquoi elle est partie dans l'ambulance et tout ça. Parce que je pense que c'est ça, comme vous aviez dit, le plus traumatique pour elle. Et je pense que elle a besoin qu'on la rassure par rapport à son assistante maternelle, que tout va bien, ou pas, hein, mais lui dire vraiment si elle est partie en ambulance, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Je pense qu'il faut lui expliquer avec des mots d'enfant. Oui, merci. C'est très important d'expliquer les faits, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui s'est passé? On va expliquer à l'enfant pour essayer qu'elle comprenne. Justement, oui, Sophia, elle a eu une crise, hein, et apparemment, le bébé a fait même les gestes de cette crise, elle a bien vu ça, donc elle avait besoin que quelqu'un explique. Oui, ça peut arriver, et elle a perdu contrôle de voiture et tout cela, et puis l'ambulance l'a pris. Et on met la séquence pour que l'enfant puisse apercevoir les faits. Mais quoi d'autre? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Est-ce que le bébé sait comprendre qu'est-ce qui se passe avec ses propres émotions? Non, elle est trop petite. Elle n'a pas les mots. Et justement, les émotions sont partie droite, où il n'y a pas de mots.
n'est-ce pas? Donc, il faut que la maman, le parent, lui aide à donner des mots à l'expérience à l'intérieur, les émotions. Donc, c'est « Oh, est-ce que tu as eu peur? Ah oui, j'ai eu peur. » On suggère à l'enfant pour lui aider à trouver les mots. Plus un enfant est grand, plus l'enfant est capable de trouver ces mots. Et on aide seulement s'il y a une difficulté. Mais pour un tout petit, normalement, on lui offre des hypothèses qu'elle peut affirmer. Tu voulais dire quelque chose? Non, si... Si ça marche. Juste peut-être donner un exemple complémentaire. Quand un enfant tombe, ça nous arrive tous les jours, hein. Un enfant tombe devant nous et il pleure. Alors, cette prise en charge, elle n'est pas forcément nécessaire tout de suite. Hein. L'enfant, il pleure, c'est bien de pleurer. C'est normal. Hein. C'est exprimer, c'est une façon d'exprimer les émotions comme un bébé qui n'a pas les mots. Pour dire qu'il a faim, il pleure, c'est une façon d'exprimer quelque chose, un besoin en tout cas. Et les hypothèses, c'est important parce que nous-mêmes, on n'est pas toujours en capacité, nous aussi on a peut-être eu peur parce que c'était un escalier un peu dangereux, cet enfant est tombé et on a eu nous-mêmes peur. Est-ce qu'on est capable de se mettre en empathie à la place de l'enfant forcément à ce moment-là, alors que nous-mêmes on aurait bien besoin d'être aidés? Pas forcément. Est-ce qu'on sait exactement reconnaître l'émotion qu'a eue cet enfant? Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il est en colère contre lui-même? On peut poser ces questions-là. Tu as eu peur? Tu as mal? Tu es en colère? On vous passera une petite vidéo tout à l'heure, c'est très très clair ça. L'enfant, il sait ce qu'il a. Et nous, on n'est pas forcément toujours en capacité de reconnaître cette émotion de l'enfant. Donc n'hésitez pas à poser des questions, comme le dit Elena. Posez des questions à l'enfant. S'il est en capacité de mettre des mots sur ses émotions, il les mettra. Sinon, ça suffit d'émettre des hypothèses. Ça veut dire que vous êtes en connexion avec cet enfant. Vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui se passe chez lui. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ça qui va apaiser son émotion. C'est déjà, vous êtes à sa hauteur, vous lui parlez et vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est fondamental. Je donne juste un autre petit exemple dans les supermarchés. Tous les jours, on entend des enfants pleurer dans les supermarchés. Alors parfois, on veut faire vite et on ne fait pas forcément bien. Et une maman qui est pressée ou un papa avec son enfant dit « Ah, la sucette, bon, allez, je te l'achète, la sucette. » Mais c'est peut-être pas la sucette qui l'intéresse. Sa maman, ça fait 1 heure qu'elle fait des courses dans les rayons et elle achète le beurre, la farine, tout ce qu'il faut pour les repas à la maison. Et puis ce bébé-là, il a peut-être besoin d'attention, il a peut-être besoin de câlin, il a peut-être besoin qu'on lui parle, il a peut-être besoin qu'on s'occupe de lui. Et il va aller choper un truc, là, au hasard d'un rayon. Et là, il y a une sucette, ça représente quelque chose qu'il connaît. Mais est-ce qu'on sait si cet enfant, il veut vraiment cette sucette pour la sucer ou est-ce qu'il attend autre chose derrière la sucette? Eh bien, faites l'essai. Je pense que vous l'avez sûrement déjà fait parce que vous êtes des professionnels et des parents avertis. Et si vous n'étiez pas avertis, vous ne seriez pas là. Vous êtes attentifs. Cette sucette, ah oui, c'est intéressant ça. Elle est rose, elle est bleue. Tu en aurais envie et est-ce que tu veux qu'on passe un petit moment là ensemble, on fait un petit câlin et puis ensemble on va peut-être chercher la suite. Maman, elle aurait besoin pour ce soir d'acheter des pommes de terre, des carottes. L'enfant, il est vite comblé. Il attend quoi, cet enfant? Il attend surtout de l'attention. Et on est vite envahi par nos écrans, par notre vie quotidienne. Et cet enfant, il est immature. Comme dit Elena, il a un cerveau émotionnel complètement immature jusqu'à 5-6 ans. Et quand il n'est pas en capacité de mettre des mots sur ses émotions, eh bien, il pleure, il s'agite, et il le dit autrement. À nous
de mettre des mots sur les émotions de l'enfant et de les répéter. Et c'est dans la répétition que l'enfant va pouvoir comprendre ce qui lui arrive et va pouvoir s'apaiser lui-même. C'est à toi. J'en ai le mien. Oui, et j'allais dire que les mots qu'on met, Madame a évoqué la rassurance. Et la rassurance, c'est important, mais on peut communiquer non verbalement la rassurance avec le regard, avec les câlins, avec l'attention qu'on prête à l'enfant, avec des tonalités douces, avec toute la tendresse de notre âme pour cet enfant qui est bouleversé. Mais on pense souvent que pour rassurer, il faut dire « Oh, c'est rien ». Ou on pense que pour mettre fin à l'émotion pénible, on met fin aux larmes. Et c'est pas ça. Les larmes, c'est la méthode que le corps a pour guérir la blessure, la chose qui est douloureuse. Et donc, c'est plutôt une question de témoigner, d'être avec l'enfant qui est bouleversé et communiquer avec le toucher, le regard, les doux mots, les doux mots, qu'on est là, on est solidaire. Mais les mots qu'on va utiliser, les mots, c'est plutôt pour comprendre, aider l'enfant à comprendre. Prochaine dia, voilà, elle est déjà là. Donc, si on rassure, oh, c'est rien, arrête de pleurer, c'est fini. Les faits sont finis, mais l'expérience émotionnelle, ça continue à l'intérieur de l'enfant, comme pour nous. Si on expérimente quelque chose vraiment douloureux ou qui nous rend dans un état de confusion, c'est pas d'un moment à l'autre qu'on peut se débarrasser. L'enfant, c'est exactement la même chose. Donc, on veut pas laisser l'enfant dans sa confusion. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, il a besoin de nous pour comprendre. Si on rassure exclusivement, il est seul avec ses craintes et émotions effrayantes. Si on ne les adresse pas, si on n'affirme pas qu'il a beaucoup d'émotions à cause de ce qui s'est passé, lui il se demande qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis seul avec ça, je n'ai pas quelqu'un qui est aligné avec ça. Et il n'a pas l'aide dont il a besoin pour comprendre et maîtriser son expérience. Parce que lui, il n'a pas les mots vraiment, mais on peut l'offrir. Donc, on va plutôt à lui aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur, les faits, et qu'est-ce qui s'est passé, les réactions, les émotions à l'intérieur. Comme ça, il va comprendre ce qui s'est passé. Quand on aide à comprendre, on affirme et autorise les émotions que l'enfant ressentit, à comprendre sa propre expérience émotionnelle. Oh, tu as eu peur. Oh, pauvre toi. Oh oui, ça c'est difficile, hein. C'était pas facile, hein, quand la voiture a fait un accident. Tu avais peur. Ouh là. Et puis, avec les suggestions, les émotions. Qu'est-ce que tu ressentis exactement, les émotions? Et qu'est-ce que ça fait aussi? Et ça, c'est les neurosciences, depuis 2000 quasiment qu'on sait ça. Ça aide l'enfant à ranger le souvenir dans la mémoire autobiographique, qui est séparée des choses qui n'ont pas des paroles, qui n'a pas les mots pour décrire. Les choses qu'on vive, qui sont très difficiles à vivre, s'il n'y a personne, si on n'a pas la possibilité de mettre des mots, c'est souvent ausculté, on dit, les mémoires pénibles sont enterrées profondément en nous et c'est difficile de les avoir. Souvent, c'est par des images, des sons, des choses qui évoquent, mais ce n'est pas dans la mémoire autobiographique. Quand on attache les mots, ça range correctement. Et en fait, ce qu'on fait, c'est quasiment achever une intégration des deux côtés du cerveau. Parce que le cerveau gauche donne un sens
à ce qu'on ressentit dans le cerveau droit. Et voilà, c'est l'intégration. J'allais dire aussi que c'est le même pour nous. En tant qu'adulte, si on expérimente quelque chose vraiment difficile, on a besoin de visiter, revisiter, parler. Mon mari a une fois eu un accident de voiture qui aurait dû le tuer. Il a échappé tout à fait, mais c'était vraiment traumatique. Et pendant une semaine, je vous le jure, il a raconté l'histoire 50 fois par jour, je crois, vraiment, en évoquant des petits détails qu'il se souvenait, des pensées, qu'est-ce qu'il pensait lorsqu'il essayait de maîtriser la voiture, les choses que son père lui avait dit quand il a enseigné comment rouler en voiture, c'est venu à l'esprit. Tout ça, il m'a raconté encore et encore et encore, parce qu'on a besoin de faire ça pour calmer les émotions. Voilà, les recherches, où on peut retourner vers cela. Oui, les recherches montrent que le simple fait de donner un nom à nos émotions réduit l'activité des circuits émotionnels de l'hémisphère droite. C'est pour nous aussi. Voilà. Et donc, ce qu'on est en train de parler, c'est la plasticité, qui veut dire la malléabilité du cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant quand on l'aide à donner des mots? En mettant des mots sur l'expérience, on rend précisément possible l'intégration du cerveau gauche et droit, le rationnel et l'émotionnel. Et comment ça se fait? L'action de donner une forme à l'expérience par une description verbale, la partie gauche, c'est de lier l'activité des deux parties du cerveau. Donc la structure physique du cerveau est quasiment changée, plasticité, parce que cette action tisse des fibres neuronales qui vont connecter les diverses parties. Et donc, cette intégration de cerveau, qui on sait maintenant est vraiment liée avec la santé mentale, c'est fait précisément avec cette activité de donner des mots et connecter les hémisphères. Donc voilà, dernier dia, l'intégration égale l'Esprit Saint. C'est ça vraiment le principe de base. Et je suis sûre que vous avez des expériences de ça à me relater, à me raconter, des questions. C'est à vous maintenant. On a 5 minutes, 2 minutes 2 minutes, désolée. On a la petite vidéo aussi. Oui. Et ce que tu disais, Elena, connecter la partie droite et gauche du cerveau va faire maturer le cerveau. C'est-à-dire que pendant les 5 premières années de vie de l'enfant, 85% de sa maturation cérébrale est acquise. 85% dans les 5 premières années de vie. Donc c'est une densité cérébrale qui se fait avec ces expériences-là. Mettre des mots sur les émotions fait maturer le cerveau. Alors que quand un enfant ressent une situation de stress intense et qu'on n'a pas réussi à apaiser ce stress et à mettre des mots sur ce stress, l'activité du cerveau s'arrête de fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de densité cérébrale, il n'y a plus de connexion cérébrale. Voilà, donc les mots ont beaucoup d'importance. Ça, vous le savez. Hein. Les mots ont beaucoup d'importance et ça permet de connecter les hémisphères droit et gauche. Est-ce que tu veux qu'on passe cette petite vidéo? Oui. Et j'allais juste dire, parce que ça montre que ce n'est pas les grands traumas comme un accident de voiture, mais n'importe quel petit bobo, n'importe quelle petite gêne où l'enfant est vraiment inondé par une émotion qu'il ne comprend pas lui-même. Et donc, c'est dans tous les jours qu'on puisse aider un enfant à nommer ses émotions. Et oui. Dans le train, il y a un espace qui s'appelle le stress et les humiliations qui a de l'importance sur cette question-là que vous verrez tout à l'heure.